Bien, le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Disciples de Charles Gave. Vous allez écouter son dernier article publié sur l'Institut des Libertés le 6 mars 2023. Il est intitulé Un problème de robinet. Bonne écoute. Tous ceux qui ont un certain âge, voire un âge certain, entre parenthèses comme moi, se souviennent avec terreur des problèmes de baignoire et de robinet, avec une andouille qui avait laissé la bonde ouverte tandis que les robinets coulaient. Et il fallait calculer quand la baignoire allait déborder, compte tenu des flux venant des robinets et des pertes venant de la bonde. J'en ai encore des sueurs froides. Eh bien, je pense que le même problème va se présenter aux marchés obligataires mondiaux. Je m'explique. Revenons à la fin du siècle précédent. Une crise financière épouvantable ravage l'Asie. Thaïlande, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie voient leur taux de change plus ou moins fixé sur le dollar sauter et le FMI appelé à la rescousse. Cette institution financière fait ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire protéger les grandes banques internationales contre leurs propres erreurs en appauvrissant ceux qui avaient eu la mauvaise idée d'emprunter des dollars auprès de ces banques, et les niveaux de vie en Asie s'écroulent. Notons au passage que cette pratique permet aux créditeurs américains d'acheter des actifs dans ces pays à des prix défiant toute concurrence, avec des dollars qui sont soudain devenus très chers. Mais après tout, le FMI a son siège à Washington. Ceux qui n'ont pas vécu cette crise ne peuvent pas imaginer le traumatisme qu'elle a représenté pour l'Asie. Et du coup, cette crise a entraîné des conséquences profondes sur l'économie mondiale depuis 2 décennies. La thèse que je vis défendre est donc la suivante. Le seul but de toutes les politiques économiques en Asie depuis 1998 a été de ne plus jamais revoir le FMI. Ce qui m'amène à une première question. Comment ne plus jamais revoir le FMI? Et à cela, la réponse est simple. Ne plus jamais être débiteur en dollars. Ce qui m'amène à la deuxième question, que le lecteur attentif aura anticipé. Comment ne plus jamais être débiteur? C'est-à-dire comment avoir des comptes courants excédentaires sans arrêt. Le même lecteur, toujours aussi attentif, va répondre en ayant des monnaies sous-évaluées perpétuellement, c'est-à-dire en suivant des politiques mercantilistes. Car le but de toute politique mercantiliste est d'accumuler des réserves de change suffisamment importantes pour ne plus jamais avoir besoin d'emprunter à l'étranger. La dernière question est bien sûr, comment et où ces réserves de change excédentaires vont-elles être investies par les pays qui ont accumulé? Dans le passé lointain, et peut-être dans le futur proche, en or. Depuis 1945, en obligations du Trésor US, puisque l'énergie dominante, le pétrole, doit être payé en dollars US. Résumons-nous. L'Asie est importatrice de pétrole, qu'elle paye en dollars. Tous les pays asiatiques commercent entre eux en réglant les soldes en dollars US. Les besoins en dollars de ces pays sont donc gigantesques. Pour se procurer ces dollars, chaque pays asiatique doit donc avoir des balances commerciales avec les USA, seul fournisseur de dollars. L'alternative étant d'en emprunter en cas de besoin, ce que plus personne ne veut faire depuis le désastre de 1997. Pour être certain d'avoir des excédents, il faut maintenir un taux de change sous-évalué sans arrêt. Ces excédents perpétuels amènent automatiquement à une hausse considérable des réserves de change pour les pays qui suivent ces politiques. Mais cela veut dire aussi que la croissance économique en Asie n'est pas optimale puisque le commerce entre nations asiatiques n'est pas fonction de la rentabilité marginale du capital dans la région, mais fonction de la nécessité d'avoir des dollars. Cela veut dire aussi que dans les pays hors Asie, la croissance de la consommation a été plus forte et l'investissement plus faible. Ce qui nous amène à l'objet de ce papier. Comment ces réserves, entre guillemets, indispensables, ont-elles été investies depuis 20 ans, mais aussi comment vont-elles être investies dans les années qui viennent et quelles seront les conséquences d'un changement de pratique des banques centrales dans leurs investissements si elles décident de changer. Commençons par le passé et la recherche éperdue de comptes courants excédentaires dans tous les pays asiatiques. On voit bien le virage du début du siècle consécutif à la crise asiatique. Ces comptes courants perpétuellement excédentaires amènent à une explosion à la hausse des réserves de change, les réserves de change n'étant que la somme historique des comptes courants, pour faire simple. L'article ici expose 2 graphiques illustrant l'augmentation des comptes courants en Asie depuis cette crise. Sur le deuxième graphique, on peut observer la réserve des banques centrales de 5 pays asiatiques en milliards de dollars. Les 5 pays sont Taïwan, Thaïlande, Corée du Sud, Singapour et Philippines, et leurs réserves sont passées d'environ 200 milliards en 1997 et se situent désormais à 1380 milliards. Il y a donc bien eu une augmentation de 1200 milliards de dollars depuis la crise asiatique,
et je vais reprendre le texte avec M. Gav qui conclut à la suite de ce deuxième graphique, CQFD. La politique mercantiliste suivie par tous les pays d'Asie a donc amené à une hausse des réserves de change d'environ 1200 milliards de dollars depuis 1997, ce qui est gigantesque. Rappelons ici qu'avoir des réserves abondantes de la monnaie américaine était vital pour ces pays puisqu'ils avaient tous besoin de dollars, d'abord pour acheter du pétrole, et ensuite pour commercer entre eux. Il n'est donc pas question de prendre le moindre risque avec ce trésor de guerre. Environ 70% de ces réserves ont donc dû être investies en obligations US et le reste en euros. Revenons à notre problème de baignoire et de flux entrants et de flux sortants. Normalement, le taux d'intérêt, c'est ce qui équilibre l'offre et la demande d'épargne dans un pays. Chacun comprendra que si, d'un seul coup, l'Asie se met à épargner comme une folle et place cet argent en dollars, l'offre d'épargne va augmenter sur le marché des taux aux USA, tandis que la demande restera la même. Ce qui veut dire que le prix de l'épargne, c'est-à-dire le taux d'intérêt aux USA, a dû baisser aux USA, mais aussi en Europe. Et de ce fait, de 2000 à 2020, nous avons eu une baisse profonde des taux d'intérêt réels en Europe et aux USA. Et ce mouvement fut accentué bien sûr par les folies des banques centrales européennes ou américaines pendant la dernière décennie, achetant les obligations d'État comme s'il n'y en allait pas avoir assez pour tout le monde, entre parenthèses, ce qui arrive assez rarement. Un troisième graphique ici illustre le fait que, en même temps que les réserves de change asiatiques ont augmenté, les taux réels sur les obligations à 10 ans aux USA diminuaient pour devenir négatifs ces dernières années. Je reprends le texte. Nous avons donc eu dans nos pays une baisse des taux d'intérêt réels ininterrompue depuis près de 20 ans, sous le triple effet de banques centrales jetant leurs bonnets par-dessus les moulins, des monnaies asiatiques sous-évaluées, empêchant toute hausse de prix chez nous, et d'un prix du pétrole sous contrôle en raison du pétrole de fracking aux USA. Et en Asie, l'inverse. Mais en ce qui concerne l'Asie, les choses sont en train de changer. Premier point. Il apparaît de plus en plus que le dollar va perdre son monopole sur les transactions pétrolières. Chacun va pouvoir acheter le pétrole dont il a besoin en se servant de sa monnaie nationale. Deuxième point. Comme je n'ai cessé de l'écrire depuis quelques années, un nouveau système monétaire est en train de voir le jour en Asie, et ce système fera l'impasse sur le dollar, ce qui veut dire que les pays asiatiques n'auront plus besoin de dollars pour commercer entre eux. Troisième point. Pour les gens riches d'Asie et du Moyen-Orient, il apparaît de plus en plus que la sécurité juridique de nos pays ne vaut pas tripette, et que leurs droits de propriété sont loin d'être garantis s'ils investissent en Europe ou aux USA. En termes clairs, l'impérialisme du dollar, c'est fini. Et continuer à accumuler des réserves de change, au cas où le FMI reviendrait, ne sert plus à rien. D'abord parce que ces réserves sont déjà gigantesques, et ensuite parce que le dollar ne sert plus à grand chose. Ce qui veut dire que les monnaies asiatiques vont monter, puisque la bonde a été refermée, et que le dollar et l'euro vont baisser contre elle. Mais cela veut dire que les taux d'intérêt aux USA et en Europe vont monter, puisque le robinet est fermé, tandis qu'ils vont baisser en Asie. Conséquence, la consommation va monter en Asie et baisser en Europe et aux USA. Il va falloir travailler plus pour toucher moins en Europe et aux USA, tandis qu'en Asie, ce sera l'inverse, ce qui rend le débat sur les retraites quelque peu surréaliste. Ce qui revient aussi à dire une fois de plus qu'il ne faut avoir de placement obligataire ni en Europe, ni aux USA, mais uniquement en Asie, et peut-être en Amérique latine. Accessoirement, vendez votre immobilier à Paris, si vous trouvez un acheteur, et achetez à Singapour ou à Séoul. J'y reviendrai dans les mois qui viennent, sans aucun doute. Fin de ce nouvel article. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.